Bonjour Jennifer, merci Bonjour, beaucoup d'être venue jusqu'à nous depuis la région d'Arras. Vous êtes donc directrice de l'école Montessori de l'Artois qui pratique une pédagogie de la nature. Oui, bonjour Marie-Astrid. Oui, donc en fait moi c'est Jennifer, donc je suis directrice de l'école depuis septembre 2019 et éducatrice des 3-6 ans depuis le démarrage de l'école en 2015. Donc je ne suis pas à l'initiative du projet, mais j'ai démarré dès la première année d'école. Donc je suis arrivée en septembre. Donc c'est une école parentale. Donc c'est important, qui répond à 4 valeurs principales qui sont la coéducation, c'est-à-dire que les parents sont très impliqués dans l'école. Une deuxième valeur qui est essentielle à notre école, c'est la bienveillance. La bienveillance, c'est se respecter soi-même et respecter les autres. En classe, nous utilisons principalement la pédagogie Montessori chez les 3-6 ans et également chez les 6-11 ans. Et puis, nous avons une dernière valeur auquel on accorde une grande importance, qui est l'ouverture sur l'extérieur. On accueille des stagiaires, des bénévoles régulièrement, ou des gens en observation. Donc depuis 2017, je dirais, nous pratiquons la pédagogie par la nature également, qui représente 50% du temps chez les 3-6 ans. Et aujourd'hui, les 6-11 ans bénéficient de cette pédagogie également tous les temps du midi, donc 2 heures par jour. Pédagogie dans la nature, alors c'est particulier, nous n'avons pas cette habitude, surtout dans notre système scolaire français. Comment se déroulent concrètement ces temps dans la nature ? Alors, pour les 3-6 ans, donc l'équivalent maternel, le lundi, nous sommes en forêt toute la journée. De 8h30, le temps de se préparer, et jusque 16h. Le mardi, nous sommes en classe, et l'après-midi en forêt. Le jeudi, nous sommes en classe le matin, et l'après-midi, soit en classe, soit en forêt, selon ce qu'on ressent des enfants, selon nos observations, et les temps qu'on peut faire avec eux. Est-ce qu'on est préférable de les faire dehors ou à l'intérieur? Et le vendredi, nous sommes en classe le matin et en forêt l'après-midi. Concrètement, du coup, les 6-11 ans passent tous les temps du midi dehors. Donc, on mange ensemble avec les plus âgés. Donc, toute l'école, nous sommes actuellement 51 élèves. Donc, 51 enfants à manger à l'extérieur. Et ensuite, ils sont en temps libre, en jeu libre. Donc dans la nature, nous travaillons la reconnexion avec la nature, nous travaillons le jeu libre, nous travaillons des choses très concrètes autour de la botanique, nous travaillons aussi également tout ce qui est le langage, la cohésion de groupe, la socialisation. Vous parlez du jeu libre. Ouais. Pourquoi un tel accent sur ce jeu libre ? Quelles compétences les enfants peuvent-ils développer ? Ouais, c'est très très important le jeu libre, parce que notre priorité, en tout cas la mienne, c'est que l'enfant gagne en confiance, que l'enfant favorise son estime de lui-même. Et pour cela, il faut qu'il aille écouter son cœur. Qu'est-ce que j'ai envie de faire quand je suis dans la forêt ? Il y en a qui ont besoin, selon les périodes sensibles, de mouvement. Et du coup, ils vont courir, ils vont grimper, ils vont jouer à cache-cache, à touche-touche. Il y en a qui ont besoin de se poser et de, par exemple, tailler un bâton. Et leur projet, c'est de se construire un couteau avec un bâton. Donc, on leur apprend à utiliser l'opinel. D'autres, ça va être de créer quelque chose au niveau artistique. D'autres, ça va être plus aller au bord de l'eau, parce qu'on a la chance d'avoir un petit ruisseau aujourd'hui. Donc, de vouloir pêcher, de vouloir papoter, se raconter le week-end avec son copain juste à côté, tranquillement. Voilà, chacun a besoin d'aller chercher au fond de son cœur qu'est-ce qu'il a envie de faire. Et ça, c'est très important. L'enfant gagne en confiance, l'enfant va au bout de son projet. Et du coup, c'est vrai que le jeu libre a une grande importance pour nous. C'est formidable de pouvoir faire toutes ces activités. En tant que maîtresse, c'est vrai que j'ai tendance à me dire, oh là là, utilisation d'un couteau, cours d'eau, etc. Les règles de sécurité sont pourtant assez strictes. Comment faites-vous pour assurer cette sécurité, que ce soit la sécurité physique, la sécurité matérielle et même la sécurité affective des enfants ? Alors, il y a des règles très simples en forêt. Il y a, avant, les premières fois où on va en forêt avec l'enfant, il faut que l'enfant sache
où il peut aller. Donc on délimite un périmètre ensemble. Un cadre vraiment... qui est strict. Voilà, faut poser... l'enfant doit connaître où il a le droit d'aller. Comme par exemple, nous, effectivement, on a de l'eau. On a de la chance d'avoir de l'eau. Sauf qu'il y a un endroit précis où les enfants peuvent aller. Donc, on leur donne cet accès. S'ils veulent aller au bord de l'eau, jouer au bord de l'eau, c'est à cet endroit-là. Les règles sont très simples. C'est en nature, en forêt, on se respecte soi-même. Se respecter soi-même, c'est ne pas se mettre en danger. Prendre soin de soi. Dans la forêt, on circule. Il y a des branches, des ronces. Où je mets les pieds. Quand je monte aux arbres, être vigilant que les branches soient solides. Quand j'utilise un couteau, c'est comment je tiens mon couteau. Donc ça, c'est se prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres. Donc, ne pas être dans la menace, ne pas être donc menacé avec un bâton, ne pas mettre l'autre en danger. Et la troisième règle qui est très simple, c'est prendre soin de la nature. Donc les enfants connaissent les règles, connaissent le périmètre et aussi connaissent les conséquences de leur acte. Donc si je décide de prendre mon bâton et de taper quelqu'un au lieu de communiquer, l'enfant sait qu'il perd le privilège d'avoir un bâton et il a besoin que nous, on puisse lui faire confiance avant de réutiliser le bâton. Et du coup, on repose le cadre en disant, tu te souviens, est-ce que tu peux me dire à quoi ça sert un bâton? Donc l'enfant peut exposer, nous, on peut l'aider à creuser, à construire. C'est déjà de l'éducation à la responsabilité. Oui, chaque chose a une conséquence, qu'elle soit positive ou négative. Et donc, ils peuvent, des fois, il arrive, en ce moment, par exemple, il arrive que ils perdent notre confiance. Donc, ils perdent le privilège d'être libres dans la forêt. Donc, on a un campement, en fait, où il y a du matériel à disposition, là où on mange. On peut le voir sur les photos qui passent sur le PowerPoint. Ils perdent le privilège d'être libres dans la forêt et donc ils peuvent rester sous la surveillance, en tout cas la vigilance d'un adulte. Et puis au bout d'un certain temps, quand ils sont prêts, ils viennent nous voir. Je suis prêt à respecter les règles. Ok, on revoit. Dis-nous un petit peu les règles de la forêt. Quand on est en forêt. Et puis on leur laisse la chance de pouvoir regagner en tout cas notre confiance. Vous avez évoqué les périodes sensibles. Vous parlez aussi des 3-6 ans, des 6-11 ans. Tout ce vocabulaire laisse penser que vous utilisez aussi la pédagogie Montessori. Est-ce que vous pourriez nous donner le déroulé type d'une journée dans votre école avec les photos qui passent? Donc, on voit bien la place de la nature et puis avec cet aspect de la pédagogie Montessori. Oui, alors du coup en 3-6, c'est du 50-50. C'est-à-dire qu'une journée type le lundi en forêt, alors on arrive à l'école, on va se préparer tous ensemble, après un petit regroupement. On va en forêt avec notre petit sac pique-nique, rendez-vous au campement. De là, on fait un temps de reconnexion avec la nature pendant 15 minutes, donc où l'enfant se choisit un endroit dans la forêt qui lui plaît, où il se sent bien. Et donc là, il peut toucher, il peut sentir, mais il est seul. Il se ressent sur soi-même, c'est très important. Et au bout de ces 15 minutes, on fait le rappel, on se regroupe au campement et on discute, on échange. Qu'est-ce qu'on a entendu, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a touché, comment on s'est senti. Ensuite, on prend une petite collation tous ensemble et derrière, on les laisse libres. Donc ça dure à peu près 3 quarts d'heure, le temps de jeu libre. Et ensuite, on mange tous ensemble avec les 6-11 ans. Après manger, ils ont un temps libre. Du coup, avec les 6-11, c'est très riche parce que y a des interactions entre les plus âgés et les plus jeunes. Et c'est une autre dynamique de groupe. Les plus âgés vont impulser des créations et vont faire participer les plus jeunes. Les plus jeunes observent les plus grands. Donc après, ils ont envie de refabriquer la même chose ou du moins s'en inspirer. Par exemple, actuellement, on fabrique soit des cannes à pêche ou des arcs avec des flèches. C'est l'éducation par les pairs, finalement. Ouais. Exactement. Il faut savoir que, en fait, c'est les enfants entre eux qui se transmettent les règles. Nous, on est là pour accompagner, on est là pour guider, mais c'est vraiment les enfants entre eux qui impulsent ça. Et ensuite, l'après-midi, on se refait un petit temps calme avec un temps d'histoire. Et ensuite, soit ils ont entrepris une activité, on continue, soit on travaille sur un thème. Ça peut être, actuellement, on a travaillé sur les arbres, les feuilles, les nomenclatures des feuilles.
Et ce qui est important aussi, c'est de pouvoir justement partir, par exemple, de l'arbre, quelle est sa particularité, quelle est la forme de sa feuille, pour revenir en classe, parce qu'effectivement, nous sommes pas que école en forêt, en fait, on a des temps de classe où on pratique la pédagogie Montessori, avec le matériel Montessori. Et du coup, on part du concret, du réel, en fait, qu'est-ce qu'on a observé, pour ensuite le revoir en classe. Cette importance de partir du réel, nous la voyons dans chacune des interventions depuis le début de la journée. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme argument aux parents qui se posent la question d'inscrire leurs enfants dans une école telle que la vôtre pour leur donner l'envie de développer cette éducation à partir du réel pour leurs enfants? Oui, ce qui est important, c'est que relier le corps et l'esprit. Et en fait, quand l'enfant est en mouvement, il est porteur aussi de ses choix, il est en action. Et du coup, forcément, il y a des connexions qui se font au niveau du cerveau. C'est beaucoup plus facile d'apprendre par ce que j'ai vu, la feuille. On voit sur les photos, on a fait, quand on veut travailler les lettres, quand ils sont un peu dans la période sensible au niveau du langage, c'est peut-être plus facile d'aller chercher la lettre cachée sous un arbre plutôt qu'aller la travailler en classe sur sa feuille. Parce que l'enfant, il doit la chercher, donc il doit la repérer, l'observer, la toucher. On est dans c'est notre dynamique de travail. Et l'enfant est vraiment porteur de son projet. On retrouve aussi, ce qu'on observe, c'est aussi de l'enthousiasme chez l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant en forêt, il se ressent sur soi, il gagne en confiance, il gagne en estime. Et en fait, là où l'enfant travaille sur lui, c'est le rapport à l'échec. Parce que toute l'année, on est dehors toute l'année par tous les temps, et aller passer l'hiver toute la journée alors qu'il fait 0 degré ou sous la pluie toute une journée, ça demande de la persévérance et du courage. Et du coup, tout ce travail qui est fait à l'extérieur rend l'enfant plus fort et plus solide. Quand on arrive en classe, du coup, le rapport à l'échec, bien évidemment, c'est difficile pour lui, mais il y a aussi une relation de confiance qui se fait avec l'enfant, parce que pratiquer la pédagogie par la nature, forcément, les liens sont différents entre les adultes, les enfants eux-mêmes. Et du coup, le lien est plus fort. On se respecte, on se connaît. Et du coup, quand on arrive en classe, c'est vrai que lorsqu'un enfant éprouve une difficulté ou un sentiment d'échec, c'est plus facile de travailler et de le remettre en confiance. Vous trouvez des petites astuces, en tout cas, pour l'aider. Vous avez vu ses compétences dans d'autres domaines et vous les soulignez. Et c'est formidable, tous ces acquis dans la nature. Maintenant, vous êtes directrice d'école. Qui dit directrice d'école dit aussi exigence scolaire. Le risque serait de laisser trop de place à ce jeu libre et de ne pas répondre aux attendus de l'éducation nationale, que les enfants soient finalement en dehors du système. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre dans votre école pour que les programmes scolaires soient respectés et que les enfants puissent ensuite récupérer aussi un cursus plus normal? Alors, il y a déjà, comme il y a 2 niveaux dans notre école, 3, 6, 6, 11, nous avons mis en place un suivi. En 3, 6, il y a un cahier de suivi qui est réalisé avec les domaines d'apprentissage recommandés par l'Éducation nationale. Les plus âgés répondent au socle commun de compétences et de culture de l'Éducation nationale. Ils répondent au LSU et ils ont... le but, c'est que plus on est jeune, plus on doit passer du temps dehors pour se connaître, pour développer son estime, pour développer son autonomie, pour développer la prise d'initiative et travailler tout ça. Chez les 6-11, je ne dis pas qu'ils ont moins besoin d'être dehors, mais à un moment donné, il faut bien passer au travail. Du coup, forcément, on n'a pas le même temps à l'extérieur. Et c'est vrai que nous, l'école accorde une grande importance, en tout cas, à vraiment répondre au socle commun. Parce que, effectivement, si on rejoint le cursus classique pour X raisons, les parents repartent avec le dossier de l'enfant et l'institutrice ou l'instituteur peut reprendre, en tout cas, ce qui a été vu dans l'école.
En 3-6, pour moi, vu les domaines d'apprentissage, que ce soit le langage, tout ce qui est artistique, motricité, physique, exploration du monde et tout ça, on travaille tout ça à l'extérieur. C'est juste que c'est fait d'une manière différente. Les maths, par exemple, l'apprentissage des mathématiques, la numération de 1 à 10, les enfants vont par eux-mêmes prendre des cailloux, des bâtons, et dire moi j'en ai pris 3 et toi t'en as pris combien? J'en ai pris 5. Ah c'est marrant, on en a 8. Voilà, c'est eux qui font tout ça et ça part d'eux, ça part de leur cœur, de leur envie. Et du coup, forcément, ça, dans leur cerveau, c'est plus facile à retenir que si on était en classe. Il y a un aspect aussi que nous n'avons pas forcément évoqué, tout l'aspect de projet. C'est aussi en montant des projets, en les réalisant, que les enfants prennent confiance en eux et développent toutes ces compétences. Comment guidez-vous, en tant qu'adulte, ces différents projets? Alors, on essaye de partir de ce que veut l'enfant. Donc, si l'enfant veut construire sa cabane, eh ben, nous, on peut. En tout cas, nous, notre rôle, c'est de veiller à ce que déjà la cabane soit solide, pour qu'il n'y ait pas de danger, en tout cas. C'est de voir aussi est-ce qu'il a besoin d'aide, comment il peut, combien de personnes ils ont besoin pour aller chercher les bâtons, est-ce qu'ils ont besoin de tissu, est-ce qu'ils ont besoin de ficelles, de ciseaux. Voilà, nous, notre rôle, c'est de les accompagner, mais de les faire réfléchir à leur projet. Finalement, vous leur faites structurer leurs pensées, leurs idées. Ouais, comment, ok, vous voulez faire une cabane, où? On s'assied, on fait un plan d'abord. Voilà, où? D'accord. Ouais. Comment? Qu'est-ce que tu as besoin? Et en humain, est-ce que tu as besoin de copains qui veulent t'aider? Ça, c'est important, je voudrais revenir là-dessus aussi. C'est que la forêt, en forêt, en fait, qu'on s'apprécie ou pas, l'escargot, on le montre à tout le monde, la cabane, on la montre à tout le monde. Et en fait, ça favorise la cohésion de groupe, la dynamique de groupe. Et ça, dans l'estime de soi, ça, c'est important parce que c'est l'âge de la socialisation. Je relisais un peu ce que l'éducation nationale, en tout cas pour les maternelles, leur souhait, c'est que l'enfant aime l'école, que l'enfant s'affirme et développe sa personnalité. Oui, c'est une des compétences qui est clairement énoncée. La socialisation. Ça, la nature apporte justement le fait qu'il y ait une vraie cohésion de groupe, une vraie entraide, parce que nous, on circule auprès des enfants, mais on n'est pas figé à côté d'eux à les regarder. C'est pas ça notre rôle. C'est pas de la surveillance, c'est de l'éducation. Voilà. Du coup, en fait, par moment, il y a quelqu'un potentiellement qui a son pied coincé quelque part. Et c'est quelqu'un d'autre, un enfant qui vient, elle a ou il a son pied coincé dans l'arbre, est-ce que tu peux venir l'aider? Et ça, c'est important parce qu'on favorise l'entraide. Et du coup, oui, ça me paraît essentiel. En tout cas, au niveau de l'estime, on gagne en estime, on gagne en confiance. Merci beaucoup, Jennifer. Je crois que nous avons des questions du public. Très bien. Alors oui, une question. Merci, Jennifer. Alors, quels seraient vos conseils pour une école en milieu urbain qui souhaiterait intégrer de la pédagogie par la nature? Oui. Alors, il y a un moment, là, il y a 2 ans, dans notre ancienne école, on avait un bois, donc on avait un quart d'heure de marche pour aller au bois. Et puis, à un moment donné, on n'a plus cette autorisation de profiter, en tout cas, de le bois qui était à proximité. Et donc, on a dû aller dans un parc, dans une ville. On avait 1 kilomètre à pied pour y aller. Donc, c'était moins confortable, mais ça a été réalisable. C'est-à-dire, du coup, il y avait... donc, dans ce parc, on avait... des jeux pour enfants, mais aussi un terrain de foot et un petit espace vert avec quelques arbres. Et en fait, on pense que c'était petit et qu'on n'allait pas s'y retrouver, mais en fait, on peut travailler. En fait, il suffit d'herbe, d'un arbre. Alors, c'est très bien si on a différentes variétés d'arbres, mais même si c'est des petits arbustes, en fait, c'est que laisser à l'enfant un espace de liberté où il peut lui-même aller chercher qu'est-ce que j'ai envie de faire, s'il y a des cailloux, des bâtons, écouter les oiseaux. C'est pas une forêt, c'est magique. Même nous, on n'a pas vraiment une forêt finalement, c'est un bois ou une forêt. C'est vrai qu'on peut
Une forêt, c'est le top. Mais un petit bosquet, un petit parc avec du vert, avec des arbres, on peut travailler, on peut faire toucher les arbres, les différentes sensations, les rugueux, les lisses, les différentes formes de feuilles. Et rien d'écouter les sons de la nature, le vent sur les feuilles. Il y a quand même des choses à pouvoir travailler à l'extérieur, même en milieu urbain. Fabriquer un potager si on a l'occasion. Merci. Une autre question peut-être ? Alors oui, une dernière question. Constatez-vous des évolutions, des changements chez vos élèves avec la mise en place de cette pédagogie par la nature ? Oui. Oui, vraiment, c'est vraiment bluffant de voir l'ouverture en fait qu'ils ont sur eux-mêmes et sur les autres. Moi, ce qui est chouette, c'est que l'école donc ça fait 6 ans, c'est ma 6e année. J'ai eu des enfants à 3 ans et demi. On ne pouvait pas les regarder. Ils étaient figés, ils ne voulaient pas apprendre, tristes, beaucoup de colère en eux, et qui aujourd'hui sont les épaules bien droites, le corps bien droit, les épaules en arrière, dans l'échange avec tout le monde. Ils sont à l'initiative de plein de projets à l'école, souriants, et parce qu'il y a aussi un travail qui est important dans l'école, c'est qu'on travaille aussi la communication non violente et on reformule toujours. On est vraiment attentif à ce que les enfants se disent et on reformule, on les aide à communiquer entre eux. Et en fait, de voir un enfant qui, les premières années, était là, je veux pas que tu me regardes, à trouver des solutions et communiquer avec l'autre. Oui, vraiment, c'est fabuleux. Et ces évolutions dès le plus jeune âge. Vous parlez d'enfants de 3 ans et demi qui arrivent à l'école déjà un peu fermés. On est confronté quand même à des enfants hypersensibles, des enfants qui ont peur de l'échec, qui ont peur de décevoir leurs parents, qui ont peur de faire les choses pour eux-mêmes, quoi. Vraiment pas de confiance en eux. Et du coup, cette nature, le travail dans la nature les ouvre en fait, parce que ils apprennent à se connaître soi-même, à connaître leurs limites, ce qu'ils aiment aussi. Ça, c'est intéressant de voir un enfant qui, à l'extérieur, a de réelles compétences, et à l'intérieur d'une classe, c'est beaucoup plus dur pour lui. Vous parliez de la peur, là, et ça me rappelle un échange que nous avions eu. Nous avions parlé du moment de reconnexion à la nature où l'enfant reste seul pendant un quart d'heure. Oui. Ça peut faire peur, ça aussi. Oui. Surtout dans une forêt où... faut imaginer, c'est vrai que nous, une forêt, on n'a pas forcément peur, mais eux, ils sont petits. Des fois, ils sont au milieu des ronces. Pour certains, c'est leur endroit. Il y en a qui sont sous les arbres. Donc ils choisissent leur endroit. Ils choisissent l'endroit où ils se sentent bien. Ceux qui ont peur, au début, on voit beaucoup d'enfants se mettre près de nous, ou sur l'espace vert, ou sur un chemin, où ils ne se sentent pas entourés, en tout cas, d'arbres. On les laisse. En fait, ce qui est important, pendant 2 ans, moi, j'ai vu des enfants rester près de nous ou dans le chemin. Et maintenant, on ne les voit plus. Ils sont dans la forêt, partis, parce qu'ils avaient besoin de ce temps. Ce qui est important, c'est de laisser l'enfant choisir sa place. C'est pas, des fois, on voit des enfants assis sur un rondin. Et on leur dit, mais va jouer avec les autres. Mais peut-être que lui, son choix, c'est d'observer. Et peut-être qu'il est en train d'observer la terre, peut-être qu'il est en train d'observer un insecte. Et qui a simplement envie d'être là. Respectons son choix. Et ça, c'est important. Merci Jennifer. Vous nous faites le cadeau d'une petite vidéo de votre établissement. Oui, on a la chance... Pardon, juste une petite question pratique de la part d'Elisabeth. Notre école est tout près de la forêt de Fontainebleau. Faut-il demander une autorisation à l'ONF ? Vaut mieux à chaque fois demander quand même les autorisations pour quand même avoir le droit, par principe, et avoir le droit, et qui est responsable en cas d'incident, et de pouvoir essayer de fixer une sorte de contrat avec eux. Nous, par exemple, là où nous sommes, en fait, on est locataire. C'est pas notre forêt, on n'est pas propriétaire de la forêt, mais c'était vu avec eux dans le bail. Que potentiellement on utilisait la forêt, parce qu'il faut vraiment fixer qui est responsable. Et après, il y a la responsabilité civile des enfants, et l'école a une assurance aussi, pour se protéger en cas d'accident ou d'incident.
Merci beaucoup. Avec plaisir. La vidéo maintenant qui nous montrera vraiment en acte, en action, ce que vous faites à l'école. Ouais, donc en fait, je vous explique en 2 petites secondes, c'est qu'il y a un documentaire qui va être réalisé sur notre école de 52 minutes. Donc il est tourné donc, en immersion tout au long de l'année pour partager le quotidien justement d'une école en forêt. Et en fait, aucun film encore aujourd'hui en France n'a été tourné de cette façon, en tout cas dans ce type d'école. Et à travers ce film, l'idée, c'est d'expérimenter cette pratique et de pouvoir avoir des outils de communication autour de ce projet pédagogique. Donc, on vient d'avoir la réponse aujourd'hui, mais le film sera diffusé sur une chaîne télé des Hauts-de-France qui s'appelle WEO. Et voilà, il y aura une campagne de financement participatif qui va être aussi mise en place. Donc, je vous laisse visionner. Ça a été fait sur 2 minutes sur les 3 premiers jours de la rentrée scolaire. Merci beaucoup. Là, il est à l'école. Ah ouais. Là, ça se passe les choses. Alors, là, le champ. Et là, on met d'abord le sac de forêt aujourd'hui ici. Allez, on y va. Allez-y. Vas-y, Anaëlle. Non, on fait le tour où est-ce qu'on a le droit d'aller. Allez vous asseoir sur un rondin. On va se trouver un coin dans la nature qu'on aime bien. Et on va écouter, toucher, regarder et sentir autour de nous. Et ensuite, quand je fais mon petit coup de sifflet, on se revient ici et on partage. L'enfant dehors, il est lui-même. Il a ses 5 sens en éveil. Il relie le corps avec l'esprit. Il gagne en confiance parce que tous les jours, ils vont relever des défis. Dehors, on va pouvoir travailler plein de choses, aussi bien le jeu libre, vraiment le travail sur soi-même, que des apprentissages. En fait, tout ce qu'on peut travailler en classe, on vient d'abord le travailler à l'extérieur. Et alors, comment elle était la mousse? Elle était verte. Ouais, mais au toucher. Froide. Froide. Ok. On peut observer que c'est des enfants qui en classe sont beaucoup plus ancrés, beaucoup plus posés, et puis surtout qui retrouvent de l'enthousiasme pour apprendre. J'entends un bruit, mais j'arrive pas à savoir quel bruit c'est. Venez! Ils nous ont volé! Ils nous ont volé! C'est notre cabane! La forêt, il y a tout le monde! Peut-être là. Donc on se faisait plusieurs cabanes, et puis tout le monde peut aller avec tout le monde. D'accord? Parce qu'on ne peut pas l'exclure. Pendant 1 an, je pense que là, il y a tout à construire. C'est des petites graines qu'on arrose tous les jours pour s'ouvrir et grandir. La nature, elle appartient à qui? À personne. Tout le monde. Tout le monde? Non, à personne. Au dieu de la nature. Au dieu de la nature, c'est qui a dit ça? C'est toi, Gala? Venez, on s'en va. On s'en va pas ici, c'est un paradis. Vraiment, ces images donnent envie. Alors, que diriez-vous à un professeur qui a envie de se lancer, justement? En 2 mots, je dirais d'avoir confiance, vraiment faire confiance à l'enfant et d'avoir un certain lâcher-prise, parce que les apprentissages, ils arriveront quand l'enfant sera prêt. Voilà. Merci, Jennifer. Merci à vous.